BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdocom. Je suis ravie de vous retrouver. Au programme de cette nouvelle émission, ironie du PSG, quelle communication de crise et quel impact pour son image. On accueillera en plateau avec nous pour en parler Marie-Virginie Klein, conseillère en communication et fondatrice de l'agence Iconic. Et à ses côtés, Fabrice Pelosi, communicant et directeur associé chez Epoca. Record en 2021 pour la vente des programmes audiovisuels français. Julien Casqui nous en dira un peu plus dans son journal de la com. Et on continue de suivre les fiançailles de TF1 et M6. Cette fois, on s'intéresse à la production audiovisuelle. Comment se positionne-t-elle face à ce projet de mariage? Iris Buchet, productrice et PDG de Quad Drama et présidente de l'Union syndicale de la production audiovisuelle, est l'invité média. Voilà le programme. Hebdocom, ça commence maintenant. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Pour le Focuscom cette semaine, on va parler du PSG. Le PSG qui est au cœur d'un bad buzz. Comment gère-t-on l'image et la communication d'un tel groupe en situation de crise? Pour en parler en plateau avec nous, Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et Marie-Virginie Klein, vous êtes communicante et fondatrice de l'agence Iconic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Fabrice Pelosi, communicant également et directeur associé chez Epoca. Bonjour. Bonjour, merci à tous les trois pour votre présence. Je voudrais qu'on commence cette émission avec le mea culpa de Christophe Galtier, entraîneur au Paris Saint-Germain. C'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. Et j'ai vu les proportions que cela a pris. La première chose que je vais vous dire, c'est que ici au PSG, on n'est pas hors sol. En aucun cas, on fait n'importe quoi. Croyez-moi, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat. Marie-Virginie Klein, je m'adresse à vous. Est-ce suffisant ? Non, évidemment, non, c'est insuffisant. J'ai deux remarques à faire sur cette séquence. D'abord, il refuse de s'excuser. Donc, quand on fait un mea culpa, on le fait avant. Et là, il dit, je n'ai pas d'excuses à présenter, simplement, je me justifie. Donc, ça, c'est une première erreur parce qu'il fait en fait la moitié du chemin. L'autre remarque qui est intéressante, c'est que on ne voit que l'entraîneur, alors que l'icône, la star, c'est Mbappé. Et donc, alors évidemment, on comprend, le PSG veut protéger son joueur, c'est lui finalement qui vaut peut-être le plus dans leur communication, donc ils le protègent, ils le mettent de côté, donc on n'a que l'entraîneur qui parle, et donc c'est évidemment insuffisant, et l'étape importante, ça sera que le joueur de foot, qui est l'icône de tous ces fans, sorte et dise ou fasse encore mieux quelque chose. Fabrice Pelosi. Oui, alors d'abord quelques chiffres que je viens de regarder. La vidéo qui a créé la polémique de l'équipe, elle a fait 7,7 millions de vues. Et le soir du match, la vidéo de Fabien Galtier fait 30 000 vues. Voilà. Christophe Galtier. Oui, Christophe Galtier, oui. Pardon. Tout à fait. Évidemment. Donc on voit bien que c'est pas suffisant. On voit bien aussi que le PSG, c'est un objet marketing. Évidemment, donc deux choses là-dessus. D'abord, je trouve que pour un objet marketing qui était souvent très brillant, mais qui manquait peut-être un peu d'aspérité, là peut-être qu'on trouve une authenticité, même si c'est au prix d'un gros bad buzz. Au final, peut-être que c'est une polémique qui, en communication interne, va pouvoir lier le groupe. On voit qu'il y a vraiment un lien entre Mbappé et son entraîneur. Et puis, une autre chose, sur l'objet marketing, Mbappé, évidemment, un grand communicant. Malgré lui, parfois, il y a une interview qui est sortie dans le New York Times quelques jours plus tard. Donc ça, on imagine que c'était vraiment millimétré. Au final, cette interview, il y a aussi une interview dans le Wall Street Journal qui sort le même jour. Ces interviews, elles sont passées à peu près inaperçues en France. Et dans le New York Times, il parle de sa communication avec le président Emmanuel Macron cet été, qui lui dit « Tu es important pour la France, il faut que tu restes au PSG ». Donc c'est vraiment un symbole, Kylian Mbappé, plus qu'un symbole sportif. C'est vraiment une icône et c'est pour ça que pour lui c'est important d'être au niveau de ses responsabilités. Là on passe d'un extrême à l'autre, on passe de l'image d'un modèle à un cancre. Et
En même temps, je fais confiance à la communication de Kylian Mbappé pour pouvoir rebondir comme il le faut sur cette polémique. Et ensuite, c'était vrai, c'était très simple de répondre à cette question. En quelques mots pour désamorcer les choses avec des faits tout simples. D'abord, effectivement, ils sont en discussion avec la SNCF. Ensuite, en termes de sécurité, c'est très compliqué à gérer. Et au final, on se retrouve quand même dans des considérations qui sont logistiques très simples. Et pour dire qu'on a changé le monde, quand même, de monde. En 2012, le président François Hollande, au début de son mandat, a pris le train pour aller à Bruxelles et avait suscité la circonspection des experts de la sécurité qui disaient que c'était vraiment pas la bonne méthode parce qu'en termes de sécurité, c'est quand même compliqué. On va revenir sur la SNCF après, si on a le temps, j'espère. Marie-Virginie, je m'adresse à vous. Est-ce qu'on peut parler d'une faute grave de la part du nouveau directeur de communication du PSG ? Parce que, en réalité, c'est une question qu'on pouvait anticiper. Quand même. Complètement. En fait, on voit bien dans l'extrait, il n'était pas prêt. En fait, c'est une erreur, ça arrive. On regarde toute une série de questions. Et puis, celle qui a été posée, fatidique, n'avait pas été préparée. Alors, en général, quand on a une question pas préparée qui arrive, on évite l'humour. On évite l'humour parce que c'est ce qu'il y a de plus risqué. Donc là, il s'est dit, je vais prendre cet angle-là, l'humour, et ça a créé le tollé que ça a créé. Et peut-être que le directeur de la communication du PSG, maintenant, ce qu'il faut qu'il intègre, c'est qu'un joueur de foot, il est traité comme un homme politique. Il a le même rôle qu'un homme politique, il a le même rôle de représentation. Fabrice le disait, Emmanuel Macron lui a dit « tu es important pour la France ». Il est important pour la France parce que c'est un symbole. Et si, du coup, il ne peut pas se contenter de ne répondre qu'à des questions techniques, de matchs, etc. Il doit aussi s'engager sur des sujets qui le dépassent et sur des sujets qui nous touchent tous. L'abondance, c'est pour tout le monde, y compris pour les joueurs de foot. La fin de l'abondance, pardon. La fin. Ouais. Frédéric. Ce serait bien que l'abondance soit pour tout le monde. Non, en fait, moi la question que je me pose au fond, c'est est-ce que c'est si grave que ça ? Ce que je veux dire par là, c'est que, vous l'avez dit d'ailleurs sur la différence entre les vues de l'interview et les vues des excuses, je veux dire, est-ce que pour les fans, pour les sponsors, au fond, il y a une question d'image, mais dans l'immédiat, est-ce que c'est vraiment si grave que ça pour le PSG, qui n'est pas un homme politique, justement ? Alors, alors pour le PSG, moi je pense que oui. Ouais. Parce que c'est une institution. C'est vraiment une institution. Alors après, ça n'empêchera pas les fans d'aimer le foot. Je veux dire, on aime tous le foot. Moi, je connais pas très bien le sujet, mais je sais que ça n'empêchera pas les fans de foot d'aimer. Mais il y a 4 membres du gouvernement qui ont réagi, dont la Première ministre. Alors après, on ne parle pas de ceux qui ont fait des bonnes opérations de com', on ne parle pas de la SNCF et de Alain Krakowicz, qui est vraiment... Voilà. C'est ce que j'allais... Mais c'est évidemment très mauvais pour l'image, peut-être plus de Kylian Mbappé, de Christophe Galtier que du PSG, intégralement. Allez-y. Et en même temps, ça crée une opportunité totale. Les personnes, et on est tous intéressés évidemment par le dérèglement climatique, tout le monde va en parler évidemment. La grosse erreur, c'est on avait vraiment tous les critères pour faire un énorme bad buzz, puisqu'il faut rappeler que cette séquence, elle vient après un été où ces différents comptes Twitter ont été créés pour traquer les vols de Bernard Arnault notamment. Les vols privés. Et donc, la première faute à laquelle on peut penser, c'est ces joueurs de foot quand même qui créent un bad buzz simplement en ne pouvant pas s'empêcher de poster une story sur Instagram dans un avion. Déjà, il n'y aurait pas eu de polémique. Et ça, c'est une problématique de communication interne après. Alors là, c'est clair, c'est un bad buzz. Et est-ce qu'on peut parler d'un good buzz pour la SNCF ? Je reviens sur Alain Krakowicz qui a tweeté dans la foulée Paris-Nantes est en moins de 2 heures. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un good buzz pour la SNCF ? Pour moi, là, c'est vraiment... Alors, c'était peut-être pas anticipé aussi fortement, mais c'est une très bonne pub. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que sauf erreur de ma part, ils n'ont pas du tout réagi à la polémique. Donc, c'est-à-dire, ils surfent sur la vague positive, ils attendent que ça passe et ils se disent, de toute façon, c'est que du bonus pour moi. Ce qui serait peut-être
intelligent, je pense, de la part du PSG, c'est de créer une communication commune avec la SNCF dans laquelle ils nous disent aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour accueillir des joueurs dans nos trains et les conduire à leur match, mais on y réfléchit et on va trouver une solution. Ça serait intéressant d'avoir une communication concertée, ce que n'a pas fait la SNCF. Merci à tous les deux d'avoir été en plateau avec nous. Marie-Virginie Klein, conseillère en communication et fondatrice de l'agence Iconique, et Fabrice Pelosi, communicant et directeur associé chez Epoca. C'est l'heure du journal de la com de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca. Alors le patron de Google, Sundar Pichai, veut baisser les coûts de son entreprise. Et gagner en efficacité et en productivité. Il souhaite rendre son groupe 20% plus productif. Alors il ne s'agit pas encore de suppression de postes, mais Sundar Pichai a appelé ses salariés, je cite, à travailler avec plus de hargne que lorsque tout allait bien. Les 174 000 salariés du groupe ont été sollicités pour trouver des solutions à tous les niveaux. Sundar Pichai souhaite moins de projets et moins de temps perdu dans les processus de décision. Avec une croissance qui ralentit depuis un an, Google lève donc le pied sur les dépenses et a déjà commencé à freiner ses recrutements. Et on continue avec le bras de fer TF1 Canal+, en justice cette fois. Et oui, privé de la distribution de ces chaînes par Canal+, TF1 porte plainte en référé devant le tribunal de commerce de Paris. TF1 a vu ses audiences baisser en moyenne de 2 points à cause de cette coupure de signal. Le groupe souhaite donc le rétablissement de ces chaînes sur le service satellite de Canal+, TNT Sat, qui touche 1,8 million de foyers, des foyers qui peuvent uniquement recevoir ces chaînes via une antenne satellite. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a d'ailleurs déjà demandé à Canal+ de rétablir le signal de ces chaînes sur son offre TNT Sat. Plutôt bonne nouvelle, les programmes audiovisuels français séduisent à l'international. C'est un record en 2021, montant des ventes 680 millions d'euros, une hausse de près de 40% par rapport à 2020 selon le CNC et Unifrance. Les raisons, on les connaît, demande soutenue des plateformes de SVOD et la crise sanitaire évidemment qui a accru le temps passé devant les contenus. La France reste le 3e plus gros exportateur de programmes télé derrière le Japon et les États-Unis. L'animation est le genre qui s'exporte le mieux devant la fiction et les documentaires. C'est officiel, Sybille Veil rempile. La patronne de Radio France brigue un second mandat. Elle l'a annoncé ce mardi devant les salariés du groupe. Sybille Veil est en poste depuis 2018. Elle a engagé une réduction depuis le début de son mandat, une réduction des coûts au sein du groupe par des suppressions de postes, ce qui avait entraîné un mouvement de grève historique en novembre 2019. L'Arcom prendra sa décision en avril prochain. Et elle est pour l'instant la seule candidate déclarée. Enfin, une campagne publicitaire coup de cœur cette semaine, c'est Burger King qui recrute grâce à ses pires avis. Drôle de manière d'attirer les talents et de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Une campagne signée Buzzman, visible en affichage, en radio, dans les restaurants et sur les réseaux sociaux. Un exemple de cette campagne, Héloïse qui écrit « Même ma grand-mère cuisine plus vite », réponse de Burger King. Héloïse, on recrute aussi des seniors. Quelles sont les coordonnées de votre grand-mère ? Burger King est le 2e plus gros recruteur de France. 3000 emplois à pourvoir, 600 alternants chaque année. Merci Julien, c'est parti pour l'invité média. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Pour cette deuxième partie de l'émission, on accueille Iris Bucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice, PDG de la société Quad Drama et présidente de l'Union syndicale de la production audiovisuelle. Pour contextualiser, l'USPA rassemble près de 200 sociétés de production audiovisuelle patrimoniale, de documentaires de création, de fiction et de spectacles vivants. Alors on va poursuivre avec vous aujourd'hui sur la fusion TF1
M6. Lundi et mardi dernier, respectivement M6 et TF1 ont été auditionnés par l'autorité de la concurrence pour convaincre de l'intérêt de leur mariage. Les auditions se sont tenues à huis clos avec des représentants de Bouygues, des tiers, parmi lesquels l'Union des marques, des concurrents, on pense à Canal+, notamment, France Télé, Énergie, mais aussi Netflix, des opérateurs télécoms et Médiamétrie. Mais les grands absents de ces auditions, les producteurs. C'est pour ça que vous êtes là. Avant tout, Iris Buchet, en tant que productrice, mais surtout en tant que représentante de la production audiovisuelle française, êtes-vous pour ou contre ce mariage ? Très sincèrement, la question de ce mariage se joue sur le terrain de la publicité et non pas de la production. Raison pour laquelle nous ne nous sommes pas prononcés. Donc, je n'ai pas tellement de réponse à cette question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des garanties en matière de production indépendante, de garanties en matière de volume de production d'œuvres patrimoniales. Donc, de se retrouver face à un très grand groupe qui serait donc TF1, M6 fusionnés, pose des questions en matière d'obligations contractuelles sur lesquelles on n'a pas de garantie à l'heure qu'il est. En fait, Nicolas Taverneau, qui sera donc le dirigeant de ce nouveau groupe, ne s'est pas encore prononcé au sujet de ces questions-là qui nous préoccupent. Et encore une fois, au niveau de la publicité, nous ne sommes pas les bonnes personnes pour y répondre. Justement, pourquoi, selon vous, vous n'avez pas été sollicité ? Et si vous aviez été sollicité, qu'est-ce que vous auriez demandé comme garantie, justement ? Nous, on demande des garanties sur les engagements en matière de production de fiction, de documentaires et de spectacles vivants. Par exemple, un alignement du quota sur celui de TF1, qui aujourd'hui est de 12,5% du chiffre d'affaires. Celui de M6 se situe actuellement sur 10,5%, donc on voudrait obtenir l'alignement sur le montant de TF1. On voudrait avoir des certitudes sur notre liberté de négociation contractuelle, parce que quand vous vous retrouvez face à un joueur extrêmement fort et important, par définition, votre marge de manœuvre est réduite, donc on a besoin de garanties à ce sujet. On voudrait avoir des garanties au niveau du pourcentage de production indépendante. Actuellement, on a 70% d'œuvres qui sont produites par des producteurs indépendants. Les dépendants sont des filiales des chaînes. Et il faut qu'on parle de tout ça. Et pour l'instant, nous n'avons pas tellement été sollicités. On a attendu fin août pour avoir un retour de Nicolas Taverneau dans une interview de Télérama pour qu'il dise être prêt à discuter. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que... C'est curieux quand même que vous êtes des acteurs absolument fondamentaux de cette industrie, même si effectivement la fusion à la base est plutôt pour des raisons publicitaires. Mais pourquoi est-ce que vous avez le sentiment de pas être inclus dans ces discussions? J'ai du mal à m'expliquer, très sincèrement. Je pense qu'à l'heure qu'il est, tout le monde se concentre sur le débat autour du vrai sujet qui est actuellement sur la table de l'autorité de la concurrence. Et des sujets dont je parle là sont plutôt abordés dans un deuxième temps. Parce qu'à l'heure qu'il est, on ne sait même pas si elle va se faire, la fusion. Exact. Donc, je mets ça sur le dos, entre guillemets, du planning de la liste des priorités dans la tête des dirigeants des deux groupes. Et si je ne dis pas de bêtises, d'autres représentants de votre profession vont être auditionnés comme la production de flux ? Tout à fait, mais la production de flux est beaucoup plus impactée parce que TF1 comme M6, comme vous le savez, sont des acteurs majeurs en matière de production de flux. Là où la fiction, notamment, mais aussi le documentaire, le spectacle vivant, ont des débouchés plus nombreux. On a évidemment... France Télévisions a un engagement à hauteur de 440 millions d'euros en œuvres patrimoniales. On a maintenant, et je pense que ça va être un sujet dont vous allez parler aussi maintenant, les plateformes pour lesquelles nous travaillons. Donc, en tant que producteurs d'œuvres patrimoniales, nous ne dépendons pas autant de TF1 M6 que les producteurs de flux. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'eux ont été auditionnés. Julien, vous allez désormais vous pencher sur l'aspect digital de nos sujets.
Quelles sont vos questions? Alors ouais, la première question donc sur le numérique, vous avez parlé des plateformes effectivement. Est-ce que vous êtes pour cet argument de dire qu'il faut élargir le secteur de la publicité, de la publicité de la télévision, pas uniquement aux chaînes de télé traditionnelles, mais aussi inclure les plateformes de SVOD comme Netflix, Amazon, Disney+. La question, elle est un peu piégeante parce que le problème, à mon avis, c'est le mode de calcul. De la publicité sur le numérique ou le digital, je ne sais jamais trop. C'est la même chose. Elle est difficilement comptabilisable dans le sens où si vous faites un search sur Google, il y a de la pub qui est en face, mais ça n'a rien à voir avec un programme audiovisuel diffusé sur une chaîne hertzienne à 1 heure de grande écoute, entrecoupé par une publicité. Donc très sincèrement, je ne pense pas être la bonne personne pour répondre à la question parce que je ne suis pas spécialiste de la publicité, mais je pense que le calcul est extrêmement compliqué et c'est peut-être pour cette raison-là que ce champ-là n'a pas été pris en compte dans le calcul. Et encore peut-être une question sur ces plateformes. Est-ce que vous pensez que la télévision, l'âge d'or de la télévision est révolu au profit des plateformes SVOD? Et avec quelle part aujourd'hui vous travaillez avec ces plateformes? Est-ce que vous travaillez plus aujourd'hui en fiction avec Netflix et Amazon par exemple qu'avec TF1 ou France Télévisions? Je pense pas, non. Je pense que la télévision, elle a sa place, elle aura toujours sa place. Cette place sera différente, elle est modifiée parce qu'on ne peut pas non plus nier que les spectateurs ont changé dans leur comportement. Les contenus ne sont plus consommés de la même façon qu'avant. Une des solutions à ce... J'ai même pas envie de dire problème parce que c'est pas un problème. On produit énormément. Le volume global a augmenté avec l'arrivée des plateformes, comme vous le savez. Mais on produit différemment. Quad Drama a fait le premier deal entre une chaîne hertzienne TF1 et Netflix avec le Bazar de la Charité il y a 3 ans. Ça nous a permis de faire pour TF1 une œuvre d'une grande ambition, d'une grande envergure, qui a rencontré son public à la fois sur TF1 et par la suite sur Netflix. Et ces montants-là ne peuvent pas être dégagés uniquement par une chaîne hertzienne. Donc pour moi, l'arrivée des plateformes permet aussi à l'hertzien d'être encore plus ambitieux dans leur contenu, parce qu'à un moment donné, vous vous heurtez à des problèmes de budget. Si vous voulez faire des belles fictions, notamment en costume, il faut de l'argent. Merci beaucoup Iris Buchet. Je le rappelle, vous êtes productrice PDG de Quad Drama et présidente de l'Union syndicale de la production audiovisuelle. Merci d'être venue à vous en plateau. Merci. Et puis on passe tout de suite à la chronique média de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. On ne pouvait pas ne pas revenir sur le bras de fer entre TF1 et Canal+. Et Frédéric, j'ai cru comprendre que vous aviez une impression de déjà-vu. Oui, Rebecca, dans le monde de l'audiovisuel français, on a parfois un peu l'impression de vivre dans Un jour sans fin. Vous savez, ce film avec Bill Murray qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle le jour de la marmotte. Eh ben, les relations entre les opérateurs télécoms et les diffuseurs, c'est un petit peu la même chose, mais en plus long. C'est ainsi que, vous le savez, Canal+ a décidé vendredi dernier de couper la diffusion de TF1 en cause l'exigence, je cite, infondée et déraisonnable de la chaîne pour se faire distribuer, à quoi TF1 a naturellement répondu que ces exigences étaient parfaitement raisonnables et que d'ailleurs tous les autres opérateurs avaient accepté. Jusque-là, c'est le jeu normal des communiqués de presse. Exactement. Mais c'est tellement normal qu'en cherchant dans mes archives, je suis retombé sur ce que, à CB News, nous avions écrit en 2018. Et là, surprise, Canal+ avait déjà coupé le signal de TF1, qui avait répliqué déjà en se plaignant d'exigences anormales, en disant que c'était normal de demander de l'argent pour une chaîne qui, après tout, faisait monter les audiences des services de Canal+. Et on avait déjà eu des menaces de procès, on avait déjà eu
ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais comment ça s'est terminé ? Eh ben, ça s'est terminé par un accord, bien sûr. Voilà. D'où on prend ce côté, on prend les mêmes et on recommence. Avec quand même une nuance cette année, c'est qu'on est dans un contexte de Coupe du Monde de football, comme vous le savez. TF1 diffusera les matchs de l'équipe de France en clair. Canal diffusera tous les matchs, mais en payant. Tout ceci se place aussi dans un contexte de fusion TF1-M6 que Canal regarde d'un œil pas forcément très favorable. Donc voilà, le contexte a effectivement changé, mais ce qui n'a pas changé, par exemple, c'est que, vous le savez, cette semaine, la ministre a demandé à Canal de rétablir le signal. Sa prédécesseuse, Françoise Nyssen, avait fait exactement la même chose il y a 4 ans. Donc, prochainement, dans 4 ans, alors. C'est ça, il y a des chances. Merci Frédéric Roy, merci à tous d'avoir écouté ou regardé Hebdocom chaque samedi à 13h et chaque dimanche à 11h. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.